Ce qui menace la Thaïlande, ce n'est pas la guerre civile, mais bien la colère et la haine. Voilà l'analyse d'un évêque thaïlandais. Il parle bien entendu de la grave crise politique qui secoue la Thaïlande depuis plusieurs semaines. Et les responsables religieux du pays, bouddhistes, musulmans et catholiques, ont demandé aux Thaïlandais de prier chaque soir à 18h quelques minutes pour la paix. Car dans les rues de Bangkok, la capitale, la tension monte entre ceux qu'on appelle les chemises rouges, anti-gouvernement, et les chemises jaunes, pro-gouvernement. Il y a déjà des morts, le chaos menace la Thaïlande, pourtant réputée pour sa tolérance, notamment religieuse. Les chrétiens représentent 1% d'une population largement bouddhiste. Que peut apporter l'Église de Thaïlande dans cette période de crise? Une Église dont les fondations sont solides et profondes, puisque c'est en Thaïlande que la formidable histoire de la mission en Asie a commencé. Décryptage avec Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Bonjour Régis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors il faut préciser en ce début d'émission que l'histoire récente de la Thaïlande, c'est aussi une histoire de coup d'État. C'est une histoire de coup d'État, effectivement. La monarchie constitutionnelle que l'on connaît actuellement, qui est en place, est là depuis 1932. Avant, il y a eu une monarchie absolue. Mais depuis 1932, c'est une succession, effectivement, de coups d'État, dont les plus récents remontent à 2006. Donc, très peu de temps. Il y a très peu de temps, le Premier ministre qui était au pouvoir de 2001 à 2006, Thaksin Shinawatra, a été expulsé, chassé du pouvoir par un coup d'État militaire. Et puis, c'était le dernier coup d'État d'une longue série qui, effectivement, en 73, en 76, en 92, ont vu à différentes reprises des émeutes sanglantes, donc les étudiants qui sont descendus dans la rue pour demander une démocratisation politique et l'armée qui a répondu donc souvent violemment par des morts. Et toute cette mise en place, cet accouchement difficile finalement d'une certaine démocratie se fait effectivement quand même dans une certaine douleur en Thaïlande. Avec une histoire également de chemise rouge, chemise noire ou chemise jaune. Actuellement, effectivement, le jaune est la couleur de la royauté, de la monarchie. C'est donc la couleur de ceux qui soutiennent le gouvernement actuellement au pouvoir, tandis que les rouges sont les partisans ou ceux la coalition qui rassemble les partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra qui est en exil à Londres. Avant d'aller plus loin dans la compréhension de cette crise, on va se plonger dans l'histoire de la Thaïlande. Pour cela, on va utiliser un document exceptionnel qui nous servira de fil rouge tout au long de l'émission. Un film qui date du début des années 60. Il a été réalisé par un prêtre des missions étrangères de Paris, le père Simonet, qui nous livre son regard sur la Thaïlande de son époque. Pour se mettre en appétit, je vous propose de regarder un premier extrait des images qui ont 50 ans. Et vous allez le voir, on est bien loin de l'ambiance de ces jours-ci qui règne à Bangkok. On regarde. Voilà pour ce très beau visage de la Thaïlande, un document assez rare des missions étrangères de Paris. Un film réalisé entre la fin des années 50 et le milieu des années 60, difficile à dater. Par contre, son réalisateur, on le connaît, le père Simonet, puisque avec ce film, il n'en est pas à son coup d'essai. Non, le père Simonet, effectivement, des missions étrangères de Paris, avait reçu cette mission de ses supérieurs de réaliser un certain nombre de films sur l'ensemble des réalités de l'Asie, donc des pays, mais également des églises qui sont dans ces pays-là, pour les rapporter en France et les montrer au public français qui, dans les années 50-60, savait encore très peu de choses de l'Asie. La Thaïlande, terre des eaux, c'est le titre du film, et c'est pas anodin en ce qui concerne la Thaïlande, cette eau symboliquement. Oui, cela renvoie à plusieurs dimensions de la Thaïlande. C'est un pays qui est de moussons, c'est un pays très arrosé, donc effectivement il y a beaucoup d'eau. C'est un pays qui également vit de ses fleuves. En tout cas, le peuple thaï que l'on connaît, qui a fait la Thaïlande, vient du sud de la Chine et est venu par les fleuves, donc le Mékong notamment. Donc le rôle de l'eau toujours. Et enfin le rôle de l'eau à travers la religion, puisque lors du Nouvel An bouddhiste, il est de tradition d'arroser, de s'arroser, de s'asperger l'eau les uns les autres en signe de renaissance, en signe de vie. Et cette fête de l'eau, effectivement, est totalement imbriquée dans la vie sociale et religieuse du pays. La Thaïlande, terre des Thaïs, littéralement, anciennement
anciennement royaume de Siam. Anciennement royaume de Siam, qui présente cette particularité de n'avoir jamais été colonisé. En tout cas, c'est une caractéristique de l'histoire de la Thaïlande et de l'histoire contemporaine qui est très importante puisqu'elle est toujours mise en avant par les Thaïs. Aujourd'hui, la Thaïlande abrite de nombreuses minorités nationales et religieuses. On va le voir tout au long de cette émission. Un pays au visage multiculturel, c'est déjà ce que constatait le père Simonet il y a 50 ans avec cette voix inimitable. Dans la foule de Bangkok, on ne voit pas seulement des types thaïs. Dès le XVIIe siècle, les voyageurs signalent à Ayutthaya, alors capitale du Siam, une importante colonie cochin-chinoise. Plus tard viendront les immigrations chinoises, à eux le gros commerce, c'est leur vocation. Enfin, vers le milieu du XIXe siècle, l'immigration des cousins thaïs laotiens sera énergiquement favorisée pour peupler le nord-est siamois trop désert. Mais aujourd'hui, la politique du gouvernement s'efforce de faire oublier ses origines diverses en faveur de l'idée d'un seul peuple de 36 millions de Thaïlandais. Cependant, de par sa situation géographique qui l'isole au sud de l'isthme de Kra, une ethnie se montrera plus réfractaire au brassage, les Malais thaïlandais. D'autant qu'à l'exemple de leurs congénères de Malaisie, ils ont embrassé l'islam au XVe siècle. Car le grand facteur d'unité des Thaïlandais, c'est le bouddhisme, que les Thaïs ont hérité des peuples qui les ont précédés. Je vous rappelle que le père Simonet parle bien des années 60. C'est un film qui a été tourné au début des années 60. Régis Anouilh, quand le père Simonet évoque cette idée d'une seule Thaïlande, à quoi fait-il référence? On a l'impression que c'est nouveau. C'est nouveau et pas tout à fait nouveau. Effectivement, il faut bien comprendre que la Thaïlande, le royaume du Siam, au XIXe siècle, a annexé, en tout cas s'étendait beaucoup plus loin que les frontières actuelles et comprenait l'actuel Cambodge, l'actuel Laos. Ce qui explique, et c'est dit dans le film, cette immigration dans le nord-est de la Thaïlande actuelle, une immigration faite de Laotiens. Donc on appelle le peuple Isan, aujourd'hui le peuple du nord-est, et qui culturellement, effectivement, est assez différent du peuple thaï, en ce sens que la langue est différente, les usages culinaires sont différents, tout un ensemble de cultures est un petit peu différent, même si le ciment finalement de ce pays est le bouddhisme. Mais là encore, le bouddhisme cache chez beaucoup des Thaïlandais un soubassement hérité de l'hindouisme, de l'animisme. Et il y a cette petite minorité musulmane de 4% de la population environ, au sud, dans l'extrême sud de la péninsule, à côté de la Malaisie, frontalière avec la Malaisie, qui aujourd'hui, effectivement, depuis plusieurs années, pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a une revendication irrédentiste, en tout cas séparatiste, assez meurtrière. Quelle est la place de ce bouddhisme dans la société thaï aujourd'hui? Alors, il est vraiment central. Il est vraiment central et en même temps, il est un peu en crise. Il est central parce qu'effectivement, la Sangha, la communauté bouddhiste, est tout à fait présente et tout à fait importante. Il y a de 150 000 à 200 000 moines dans la société thaïlandaise. Habituellement, de façon tout à fait normale, on va passer des retraites de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, voire 3 ans ou plus dans les monastères. Donc c'est tout à fait imbriqué à la vie sociale. Le bouddhisme est aussi tout à fait organisé au niveau de l'État. C'est-à-dire que les plus hauts dignitaires bouddhistes sont sinon contrôlés, du moins tout à fait en cheville, en lien avec le pouvoir, qui par des systèmes de rétribution, d'honneur, effectivement tient, pourrait-on dire, cette sangha, cette haute sangha bouddhiste. Et on constate aujourd'hui, depuis effectivement 20-30 ans, une certaine crise du bouddhisme, en ce sens qu'on a le sentiment parfois que le bouddhisme n'est pas totalement en prise avec cette modernité qui fait éruption de façon non pas violente, mais très forte en Thaïlande. On sait que la Thaïlande fait partie de ces nouveaux pays industrialisés. C'est un pays, une économie en croissance forte. Il y a eu une crise économique très forte en 97-98, mais le pays s'en est relevé. Une structure économique, sociale très inégalitaire, mais malgré tout, voilà, une croissance forte qui bouleverse un petit peu l'ensemble de la société. Et le bouddhisme, là-dessus, n'accroche pas quelque part. On sent que les réponses qu'on peut trouver à la pagode ne sont pas toujours celles que recherchent les Thaïlandais. Quelle est la place du roi dans ce paysage religieux thaïlandais? Alors il est vraiment au sein il est garant de l'unité de la nation et donc par ce biais-là, le bouddhisme est tout à fait important. Mais plus qu'un rôle véritablement religieux, il a ce rôle de garant de la nation. Donc il a bien sûr une fonction religieuse, mais qui vient derrière, qui vient en second plan par rapport à cette fonction politique. Un homme malade et âgé qui a bien du mal d'ailleurs dans la crise actuelle à prendre position ou en tout
tout cas a joué le rôle d'arbitre. Oui, c'est le plus ancien monarque régnant au monde. Il a été porté sur le trône très jeune, en 1946. Il a aujourd'hui 82 ou 83 ans, si je ne m'abuse. Et effectivement, depuis quelques mois, quelques années, il est assez malade, très diminué même par la maladie. Il a parlé à la télévision hier, le 26 avril, pardon. On a donc la preuve qu'il est bien vivant, en tout cas qu'il souhaite toujours imprimer sa marque. Mais effectivement, on n'est plus dans le cadre de 1992, où 1992, à nouveau, des émeutes sanglantes, des émeutes très importantes dans les rues. Les étudiants descendent dans la rue, l'armée tire. Et là, le roi a mis tout le monde d'accord, en ce sens qu'il a réuni les partisans de cette opposition et de l'armée devant lui, qui étaient prosternés. L'image a fait le tour des télévisions et le conflit s'est arrêté. Aujourd'hui, il n'est plus possible, effectivement, d'envisager une telle solution, de dernier recours que représenterait le roi, parce que le roi ou la monarchie est trop affaiblie en ce moment. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots qu'il y a un lien entre la crise actuelle et ce paysage religieux et ethnique qui est assez complexe en Thaïlande? Oui et non. Il y a plutôt des évolutions sociales et politiques qui se mettent en place. La succession de ces coups d'État militaires dont on a parlé témoigne d'une mise en place difficile, d'un accouchement pénible de la démocratie politique. On y vient petit à petit, même si cette démocratie politique n'est pas totale. Aujourd'hui, ce que l'on voit, me semble-t-il, à travers cet affrontement des chemises rouges face aux chemises jaunes, c'est un affrontement plus social. C'est effectivement ces classes moyennes inférieures qui sont dominantes chez ces chemises rouges, ces populations qui viennent du nord-est, qui demandent leur part du gâteau. Alors ça recoupe bien sûr certaines frontières ethniques, dans le sens où ils sont plus là-haut au nord-est et Thaï ou sino-Thaï à Bangkok, mais malgré tout ce n'est pas tellement sur une ligne de fracture ethnique que se jouent les choses. C'est véritablement ces gens de la petite bourgeoisie, des classes moyennes inférieures qui demandent effectivement à profiter un petit peu de cette croissance économique, des fruits de cette croissance économique. Et c'est dans ce contexte économique, politique, religieux et culturel que vivent 1% de chrétiens, la moitié catholiques. La première mission catholique s'est installée à Ayutthaya, l'ancienne capitale du pays, quand la Thaïlande était encore le royaume de Siam. On regarde le récit du père Simonet. Au XIVe siècle, l'unification des principautés thaï s'opère autour d'Ayutthaya qui prend de l'importance. Si bien qu'au XVIIe siècle, de nombreux marchands asiatiques et européens s'y établissent. Parmi ces derniers, des Portugais, qui ne manquent pas d'amener avec eux quelques jésuites, qui édifieront la plus ancienne église du pays, San Paolo, dont on peut voir les vestiges à Lopburi, le Versailles d'Ayutthaya. Mais certains marchands asiatiques, cochins chinois et cambodgiens notamment, se tourneront aussi vers le christianisme. Cette vierge de bois sculpté, ce retable, ces chants encore exécutés à l'occasion de la Semaine Sainte dans la plus ancienne paroisse de Bangkok, remontent évidemment aux Portugais du XVIIe siècle. Aujourd'hui, Ayutthaya occupe une place importante dans la vie chrétienne du pays, notamment grâce à cette église qu'on va voir sur ces images, l'église Saint-Joseph d'Ayutthaya. Elle a été construite en 1666. C'est le premier lieu de culte de la mission catholique au Siam. Sa restauration, commencée en 2003, a été récemment achevée, où, par exemple, les missions étrangères de Paris ont fêté leurs 350 ans. C'était en février 2009, Régis. Oui, c'était effectivement, les missions étrangères ont 350 ans en France, mais très rapidement, en 1662-1664, les deux premiers vicaires apostoliques, donc qui sont à l'origine des MEP, envoyés par le pape, arrivent à Ayutthaya au Siam. Pourquoi ils arrivent à Ayutthaya au Siam? Tout simplement parce qu'ils auraient voulu aller, ils étaient envoyés pour le Vietnam, pour la Cochinchine, le Tonkin, pour la Chine également, mais ces territoires-là étaient fermés, hostiles en quelque sorte au christianisme, au catholicisme, et donc c'est la terre de Siam qui a été accueillante, et le roi qui les a accueillis et leur a permis de faire souche. Avec le père Lambert de la Motte. Avec le père Lambert de la Motte et François Palu. Pourquoi Lambert de la Motte choisit le Siam, ou en tout cas quels sont les liens politiques? Vous avez dit que le Siam accueillait bien volontiers ces étrangers, mais pourquoi ce lien si fort avec la France, à l'époque la France de Louis XIV? Alors le lien se développe un petit peu après. Il faut bien avoir à l'esprit que les missionnaires ont précédé effectivement l'épisode dont on va parler à l'instant. C'est que vers les 1680, un petit peu avant, donc une vingtaine d'années après l'arrivée de Lambert de la Motte et de François Palu à Ayutthaya, le roi de Siam
Siam comprend qu'il est l'enjeu de lutte très forte, puisque les Hollandais et les Anglais frappent à la porte et cherchent à coloniser le pays, comme ils le feront plus tard en Birmanie et puis ailleurs en Indonésie. Et là, face aux Hollandais, le roi comprend qu'il a besoin d'alliés, il se tourne vers la France. De façon très intelligente, un peu à la thaïlandaise, encore aujourd'hui, par le jeu d'alliance, est toujours tenu à l'écart des principaux blocs, tout en cherchant à conserver son indépendance. Et bien à l'époque, déjà, le jeu commence, puisqu'il se rapproche de la France de Louis XIV pour chercher un allié. Et Louis XIV répond effectivement tout à fait positivement en envoyant des ambassades, parce que, au-delà de la question de la concurrence avec la Hollande et la Grande-Bretagne, c'est la question de l'évangélisation qui est effectivement très présente dans l'esprit de Louis XIV et qui veut venir épauler cette Société des missions étrangères de Paris. Ce roi s'appelle Phra Narai, c'est dit-on, un despote éclairé, donc qui accueille positivement l'arrivée du christianisme sur le continent asiatique. Il l'accueille positivement, cela ne durera que le temps de la vie de ce roi, puisque après, à la fin du XVIIe siècle, lorsque ce roi meurt, effectivement, on rentrera dans une phase beaucoup plus difficile, où là, effectivement, les chrétiens subiront des persécutions, en tout cas une hostilité marquée de la part de la couronne. Eh bien, voilà une très belle transition, Régis. On poursuit l'histoire de ces chrétiens de Thaïlande à travers notre fil rouge, ce récit du père Simonet, document qui, je vous le rappelle, date probablement du début des années 1960. On regarde à la suite de l'histoire de ces chrétiens de Thaïlande. Le christianisme va alors se développer très lentement et non sans quelques drames après la mort de Phra Narai. Il n'intéressera guère que des Siamois marginaux d'origine cochin-chinoise, cambodgienne, chinoise. Au milieu du XIXe siècle, une grande amitié va lier le roi Rama IV Mongkut et l'évêque Palgua, tous deux savants lettrés et âmes profondément religieuses. C'est justement l'époque de la politique de l'immigration laotienne pour peupler l'est du Siam. Plusieurs parmi ces Laotiens néo-siamois opteront pour le christianisme. Ils le pourront plus facilement, n'étant pas tenus par le contexte social qui depuis des siècles voulait que tout Siamois d'origine soit par le fait même bouddhiste. Au début du XXe siècle, l'Église se donne une face plus imposante en entreprenant la construction de la cathédrale de Bangkok. Et au même moment, par une véritable prémonition dans ce pays destiné à devenir un des plus scolarisés qui soit, fut construit le collège de l'Assomption qui demeura pendant plusieurs décennies le plus coté de la capitale. Devant ce succès, les écoles chrétiennes ouvertes à tous, bien entendu, ne cesseront de se multiplier dans tout le pays. De cette initiative, le Siam resta reconnaissant au christianisme. Pour ce dernier extrait de ce film des Missions étrangères de Paris. Une réaction à ce qu'on vient de voir, Régis ? Oui, c'est tout à fait intéressant de voir à quel point, effectivement, cette évangélisation, malgré tout, on le devine en demi-teinte, a été difficile. Et encore aujourd'hui, si les chiffres l'en témoignent, 1% de chrétiens, 0,5% de catholiques, témoignent bien de cette difficulté, finalement, pour l'évangile à mordre, si vous me permettez l'expression, sur ce terreau bouddhiste. Alors, le biais qui a été choisi, tout naturel, ça a été celui des services éducatifs notamment. On parle du collège de l'Assomption qui est toujours aussi réputé. Très bonne école, très bon collège. Voilà, il y a toujours encore dans ce pays une grande partie des élites, mais pas uniquement. Il y a aussi des écoles tout à fait, des écoles professionnelles et des collèges qui ne forcent pas forcément l'élite financière ou intellectuelle, eh bien, sont aux mains des catholiques. Il y a donc là une présence de l'Église qui va au-delà de ce 1% de fidèles, qui a donc qui pose une empreinte finalement sur la société par l'enseignement, par les différents services auprès d'ICD1, auprès des défavorisés de façon générale, mais qui ne se transforme pas, pourrait-on dire, en termes d'évangélisation. L'évangélisation, effectivement, reste, sinon difficile, en tout cas, se traduit pas forcément en termes de baptême, même si, dans cette petite église, elle est très généreuse en termes de vocation. Les vocations religieuses, sacerdotales, y sont très nombreuses. C'est plus facile d'évangéliser aujourd'hui qu'à l'époque du Père Simonet ?
Les choses changent, comment dire, on a parlé de cette évangélisation dans le nord-est des populations laotiennes qui effectivement étaient organisées autour de villages chrétiens. Ces villages chrétiens avec l'exode rural tendent non pas forcément à disparaître mais à se transformer et là effectivement ces Laotiens, ces Lao transplantés en ville ont quelques difficultés effectivement à retrouver cette communauté villageoise. Donc il y a une difficulté de suivi de ces communautés et d'extension de l'évangélisation. Il y a une présence également parmi les Sinotai relativement importante, mais qui là encore ne fait pas forcément tache d'huile. Donc comment dire, je n'ai pas la réponse exacte à votre question, mais effectivement on constate que l'urbanisation, les changements sociaux pourraient favoriser l'évangélisation, mais concrètement on n'en voit pas encore tout à fait les fruits aujourd'hui. On continue à dérouler le fil de l'histoire en compagnie du Père Simonet, notre fil rouge. Comment voit-il la communauté chrétienne de Thaïlande de son temps? Je vous rappelle qu'on est au début des années 60. Les prêtres thaïlandais, qui sont maintenant aussi nombreux que les missionnaires étrangers, sont aussi à l'image de cette chrétienté, origine vietnamienne, ou chinoise, ou laotienne. Comment peut-on être chrétien thaïlandais? Et doit-on construire une église en forme de pagode, ou comme le roi Rama V, une pagode en forme d'église? Ni l'une ni l'autre de ces formules ne sont heureuses. Non, c'est vers l'avenir que doivent regarder tous ceux qui conservent dans le cœur la préoccupation religieuse, trésor essentiel de l'homme. À l'exemple des nouvelles cathédrales, œuvre de jeunes architectes thaïlandais. Anakon Sawan, dont le fait évoque deux mains jointes sur une croix. Aubon Ratchtani, image d'un lotus épanoui. En accord avec l'actuelle promotion de l'idée de l'unité du peuple thaïlandais, la jeune chrétienté est bien décidée à apporter un visage neuf, de moins en moins marginal, de plus en plus intégré à la Thaïlande d'aujourd'hui, de demain, de tous les jours. Qu'a donc à apporter cette minuscule chrétienté? Son espérance chrétienne, sans doute, car quels que soient les lieux et les circonstances, n'est-ce pas finalement cela la mission? Et cela peut-il se mesurer en quantité? Voilà pour cet extrait du film réalisé par le Père Simonet dans les années 60. Cette Thaïlande de demain dont parle le Père Simonet, c'est la Thaïlande d'aujourd'hui, hein, c'est le présent. On le voit de façon assez souriante avec cette messe des jeunes, batterie et guitare qui ne déparerait pas chez nous, en tout cas à une certaine époque, mais on le voit également, comment dire, des voyages que j'ai pu faire là-bas, chez les Thaïlandais catholiques, une propension tout à fait naturelle, sinon à évangéliser, du moins de témoigner de sa foi. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que l'évangélisation n'avance pas, mais on n'hésite pas à témoigner de sa foi. Je me rappelle de la visite dans l'usine d'un homme d'affaires catholique qui affichait clairement sa foi dans la mesure où devant son usine il y avait une espèce de petit pagodon, enfin de petit temple, pardon, où il y avait la statue de la Vierge. C'était vraiment l'identité catholique de cet homme qui était affichée. Il avait de très grands projets, c'était une usine de tubes et il projetait de construire bientôt une centrale nucléaire. C'était avant la crise de 97, je pense que ces projets ont été abandonnés. Mais voyez, comment dire, chez une certaine classe catholique, il y a effectivement une volonté d'aller de l'avant, et aller de l'avant économiquement dans le cas de cet homme d'affaires, mais également de témoigner de sa foi, en tout cas de son appartenance religieuse. Et politiquement, est-ce qu'elle pèse l'Église et les catholiques en général? Est-ce qu'ils pèsent? Que dit l'Église, notamment en cette période de crise politique en Thaïlande? Alors les religions, de façon générale, sont tenues un petit peu, les responsables religieux sont tenus à l'écart de cette crise en disant qu'effectivement, ils n'avaient pas à intervenir. Les moines bouddhistes et les prêtres catholiques, donc avec eux, n'ont pas le droit de vote, par exemple. Il y a donc une volonté de la part du pouvoir politique de maintenir à l'écart de la politique politicienne le personnel religieux. Au-delà de ça, effectivement, les évêques catholiques ont pris très nettement position pour dire que ce conflit est un conflit politique et nous n'avons pas donc à dire quelle est la solution politique qui doit être choisie. Sinon, effectivement, qu'aujourd'hui, le cœur des Thaïlandais est rempli de colère et de haine, c'était les mots choisis par cet évêque, et que donc il faut appeler à la paix. Et comment appeler à la paix, sinon par la prière, qui est le job, pourrait-on dire, de tout responsable religieux. Au-delà de cet engagement public, il n'y a pas effectivement d'engagement directement politique. Alors, ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas un engagement politique quand l'Église s'occupe des minorités religieuses comme les Karen, si, bien sûr. Peuple birman qui a fui la Birmanie et qui est persécuté? Oui, tout à fait. Non, il y a son engagement dans la vie sociale, aux côtés des sidéens, des plus défavorisés, dans les bidonvilles, effectivement, est tout à fait un engagement politique au sens noble du terme. Plus directement également vis-à-vis des populations qui sont marginalisées, qui sont déconsidérées. Cette question de l'affrontement entre les chemisiers
chemises rouges et les chemises jaunes recouvrent beaucoup de cette façon dont les gens de Bangkok regardent de haut les peknos, passez-moi l'expression, qui viennent des campagnes, qui viennent des zones rurales. Il y a donc là effectivement un geste prophétique de l'Église à envoyer ses meilleurs éléments, ses missionnaires, des missionnaires notamment, auprès de ces populations ethniques qui sont très minoritaires, les Karen ou d'autres, pour les évangéliser, pour dire que là effectivement, chez ces hommes, il y a une valeur. Là, on voit d'ailleurs des images de Bangkok, toujours ce Bangkok des années 60. Ça, c'est quelque chose qui compte, la campagne, la ville en Thaïlande. Oui, en tout cas, ce sont autour de la ville, c'est construit, enfin autour de la monarchie, s'est construit la ville, et donc cette aristocratie dont on voit encore l'empreinte sur la vie politique et économique du pays. Au-delà de cet héritage monarchique, il y a effectivement tout simplement l'essor urbain considérable d'une mégapole comme Bangkok ou des grandes villes du pays du fait de l'essor économique. Un mot, il nous reste 20 secondes pour conclure. En un mot, le principal défi de l'Église en Thaïlande aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Il reste effectivement, je pense, de l'évangélisation. Ces communautés sont relativement fortes et structurées, prospèrent en termes de vocation, prospèrent financièrement. Il reste effectivement à dépasser l'appartenance communautaire sino-thaï à Bangkok, ethnique au nord ou au nord-est. Merci Régis Anouilh. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie. C'est l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Les missions étrangères de Paris qu'on remercie pour ce très bon film, ce film réalisé par le père Simonet dans les années 60. Et puis également un grand merci à Louis-Marie Soubrier pour les images plus récentes qu'on a vues sur la Thaïlande d'aujourd'hui. À très vite sur KTO.